On va vous parler de l'ANC 2025 et de cette fiscalité, donc les avantages que cette solution de déclaration fiscale va vous apporter par rapport aussi à ces changements. Juste un petit point rapide sur le contexte de la réforme. Alors, normalement, je ne sais pas si votre expert comptable vous en a parlé, si vous avez entendu parler de ces éléments. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui a été au journal officiel en 2023 et acté au 1er janvier 2025. Ce qui veut dire que tout exercice ouvert au 1er janvier 2025 a l'obligation de répondre à ces nouvelles normes de plan comptable. Ce qui veut dire que vous clôturez au 31 décembre à partir du 1er janvier, ce qui veut dire que vous avez quand même un an pour être conforme à l'ensemble de ces éléments. Votre déclaration réelle conforme sera en avril 2026. Cependant, pour anticiper sur ces éléments, c'est bien les situations intermédiaires, le passage des gélatures, les reports à nouveau, tout ça, il faut peut-être anticiper, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en fin d'année, on n'a pas le temps d'aller en plus vérifier qu'on a bien désactivé le bon compte, que les schémas de comptabilisation sont passés, d'immobilisation sont bien passés dans les bons comptes, etc. etc. Si vous ne clôturez pas au 31 décembre, c'est en décalé. Ce qui veut dire que si vous clôturez au 31 mars, par exemple, ce sera le 31 mars de 2026. Ce qui va changer, donc le plan comptable, j'en ai parlé ce matin, PCG 82, tout le monde connaît. Ça, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de le sortir et de le déplier parce qu'on connaît les comptes par cœur. Aujourd'hui, on les saisit et puis c'est bon. Donc là, on a des comptes qui vont changer, des comptes qui vont être ajoutés, des comptes qui vont être supprimés. Alors, il s'agira de les désactiver dans l'application. Ceux qui ont 7 GFRP 1000, typiquement, on a fait le choix de mettre à disposition un traitement qui va aller désactiver les comptes, créer les nouveaux comptes et créer les nouveaux schémas, typiquement le compte de dotation cession des IMO, qui ne va plus exister, 675, 775, remplacé par le 657, 757. Ces schémas-là sont mis à jour de façon automatique. Pour nos clients qui ont 7 GX3, ils ont un guide qui, les nouveaux clients, ils auront un nouveau plan comptable, ça va de soi. Les anciens auront un guide pour les accompagner, quels sont les comptes à enlever, quels sont les comptes à rajouter, etc. etc. Pour 7G 100, pour 7G 100, c'est encore mieux, ça sera... nous, on a quelques traitements sur la mine, mais là, ça sera fait de façon automatique. C'est clé en main, il y a un traitement qui va se lancer, pareil, désactivation des comptes, activation des nouveaux comptes, créer des schémas, etc. etc. C'est des traitements qui ont été mis en place par l'éditeur pour accompagner les clients, pour pouvoir être normes en fin d'année et se dire moi j'ai mes comptes 675, ça sera supprimé. De toute façon, en fin d'année, c'est des comptes de résultats, donc du coup, ils sont à zéro, ils seront désactivés. Le 657 sera créé et vous, quand vous passez votre écriture, vous irez directement le passer dans le 657 avec le bon libellé, etc. Parce qu'il y a même des libellés par un plan comptable qui a changé. Donc c'est vrai, ils sont allés jusque-là, quoi. D'accord ? Donc, modification du plan comptable, des états financiers simplifiés. Bilan, compte de résultats simplifié, annexe simplifiée. Donc aujourd'hui, on a des modèles imposés un peu par l'administration fiscale. Tous ces modèles vont être amenés à changer. D'où notre relation aussi avec cette fiscalité. Je reviendrai sur ces éléments. Aujourd'hui, et je vous montrerai dans l'application, dans cette fiscalité, on a des modèles de plaquettes qu'on vous propose en standard, mais ces modèles sont complètement personnalisables. Ce qui veut dire qu'une fois la période fiscale passée, donc le 18 mai, cette année, ou le 15, je ne sais plus, c'est le 15 ou le 18, là, cette année, on aura fait toutes nos déclarations, en tout cas pour ceux qui clôturent au 31 décembre, il y aura le nouveau millésime et les nouveaux modèles de plaquettes. Vous gardez vos anciens modèles, ça, il n'y a pas de souci, mais on aura quand même les nouveaux modèles parce que l'administration fiscale demande à ce que l'année prochaine,
ces modèles soient d'actualité. Donc on aura ces éléments. Ils redéfinissent l'exceptionnel. Alors, ils ont dit que restera en exceptionnel que le super exceptionnel. Je disais ce matin, moi je ne sais pas ce que c'est super exceptionnel en comptabilité. Il va falloir qu'ils nous donnent un peu plus de matière. Alors peut-être que les experts comptables dans la loi de finances, ils vont avoir des éléments. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Mais en tout cas, ils limitent l'exceptionnel. Les états seront modifiés, ça j'en ai parlé par rapport aux états simplifiés. L'annexe sera modifiée et puis tout ce qui est transfert de charges, il y a des comptes qui vont être ajoutés et puis des comptes qui vont être supprimés. Résultat exceptionnel, vous voyez typiquement, c'est des exemples, il y a plein de comptes, mais là on a pris un petit échantillon. Donc du coup, ces comptes-là, ils seront conservés, tout le reste, on va plus s'en servir. Si je parle de quelque chose qui nous parle un peu plus, j'en ai parlé, c'est la cession décimale, le plus classique. Là, on ne va pas chercher le compte, on saisit, c'est automatique, c'est dans les schémas de compte, ça passe automatiquement. Là, en l'occurrence, et c'est là où je vous disais que sur cette GTV, ce schéma de compte-là, il sera modifié de façon automatique par le compte 757 000 et le compte 657 000. Un élément important aussi par rapport à la fiscalité, les modèles changent, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en fin d'année, on doit justifier toute variation importante sur les comptes. À aujourd'hui, on n'a pas d'information à savoir est-ce que ces comptes qui ont changé doivent être justifiés en fin d'année ou pas l'année prochaine. Donc ça veut dire que déjà d'une, on justifie l'habituel, et en plus, il va peut-être aller justifier la variation, parce que là, moi, j'aurai 100% de variation hein, sur mon 775 et mon 675 2024-2025. Mais l'État n'a pas dit non, vous faites abstraction sur ces comptes-là. Aujourd'hui, on n'a pas l'information, donc aussi bien demain, il va falloir aussi justifier cette... Ce sera peut-être 2 phrases à écrire, mais il va falloir quand même passer compte par compte et aller justifier ces éléments sur les plaquettes. Modification de l'annexe, donc là, c'est un échantillon, on a extrait certains éléments pour les explications sur ces certaines modifications, mais qui arrivera en standard demain dans cette fiscalité. Les étapes clés importantes, vous avez dit, vous avez déjà commencé à faire tout ce travail de retraitement, création de nouveaux comptes, etc. Donc ça, c'est un élément très important. Là, on est dans la clôture, ok, la tête dans le guidon, parce qu'il faut finir la clôture pour 2024. Cependant, il faut quand même anticiper un minimum dès que vous commencez à retravailler sur 2025 pour aller faire ces différents changements, parce que ça va vite arriver. Et une fois qu'on est dans le courant, on est dans le courant. Donc du coup, on a un peu de mal à se dire « Ah bah oui, il faut encore qu'on aille modifier ces éléments ». Donc ça, c'est des éléments qui vont arriver post-campagne. Donc comme je vous ai dit, on va avoir la mise à jour de l'application des ITDFC pour le millésime 2025 sur la partie LIAS. Et dès le millésime passé, on va mettre à disposition ces nouvelles LIAS, ces nouveaux plaquettes, nouveaux formulaires pour la campagne 2026. Dans cette GFR2000, j'en ai parlé, mais là j'ai juste mis un écran, 2-3 écrans. C'est un traitement en fait qui existe déjà dans la G11, qui vous permet aujourd'hui de créer la création des nouveaux comptes. Il y a toute une liste de nouveaux comptes. Là, c'est des échantillons. Désactiver les comptes qui n'ont plus lieu d'être. Et puis les schémas de comptabilisation, typiquement celle liée aux immobilisations, qui est automatique dans l'application, qui va se faire aussi de façon automatique à travers le traitement. Cette fiscalité, on va s'orienter un peu plus sur la partie déclaration fiscale. C'est un outil qui est en web. Ça veut dire que les mises à jour applicatives et réglementaires sont complètement transparents pour vous. Vous recevez un mail, ça veut dire que l'application elle sera mise à jour. Cependant, c'est complètement transparent pour vous. Si vous avez des paramétrages gestion de fourchette de compte particuliers, ces paramétrages sont conservés lors des mises à jour réglementaires, même fonctionnelles. Vous pourrez faire les paramétrages dans l'application, ça met à jour, vous gardez vos paramétrages, vous n'avez pas à les refaire.
C'est une solution multi-société, multi-établissement. Au même titre que dans cette GFRP 1000, on mutualise les plans de fourchette où on vient individuellement sur chaque société qui a une activité différente lui attribuer un plan de fourchette particulier. C'est la société qui porte le plan de fourchette et pas la déclaration. J'ai une société qui change d'activité en cours d'année ou voire l'année d'après. Je fais une déclaration PCG, l'année d'après j'ai des retraitements particuliers. Donc, ce raison, je lui change son plan de fourchette, j'historise tout ce qui est millésime, tout ce qui est traçabilité, on a de la traçabilité dans l'application. Et je vais sur mon nouveau plan de fourchette pour faire ma déclaration. L'historisation aussi de la fiche société. Tout à fait. Changement d'adresse. Admettons que vous avez fait un changement d'adresse en 2023 et donc vous conservez cette information, même le plan fourchette utilisé. Donc ça, vous conservez tous ces éléments. Ça peut aussi servir pour une rectificative. Comment on se dit, quelque chose, je sais pas, après le contrôle, j'avais déjà fait des transmis, je reprends la main, mais je garde quand même mon historique, je reste sur la même base, on va dire, de ma société. Une traçabilité dans l'application, il faut savoir que toute interaction faite dans l'application, je modifie une cellule, j'importe des données, je crée un document, etc. Tous ces éléments sont traçables. Il y a une piste d'audit qui dit tel utilisateur a été modifié, l'alias, le feuillet 2059G de l'année 2023. Donc, on a toute cette traçabilité dans l'application qu'on pourra exporter sur Excel au besoin. On peut exporter un certain nombre d'éléments sur Excel dans l'application. Et puis, on a aussi connexion à travers l'API avec Sage GFRP 1000. Ça aussi, c'est tracé. Il y a Sage GFRP 1000 qui envoie en multi-société l'ensemble des balances pour venir alimenter toutes les liasses de tout votre groupe. Et on a une traçabilité qui dit qu'il y a eu cette connexion avec une autre application. Donc on a cette traçabilité et on a ces traitements qui existent aujourd'hui. On envoie les balances en multi-société. On envoie la création de la fiche société dans l'application. On envoie la création de l'exercice. Typiquement, je suis en fin d'année, j'ai créé mon exercice dans la 1000, mais pas forcément en fiscalité, parce que j'y vais pas. Quand j'envoie ma balance, il va créer l'exercice. Comme ça, je n'ai pas à aller le faire. Et j'envoie aussi les éléments de TVA. Aujourd'hui, on a encore la possibilité d'aller saisir sa déclaration de TVA sur le site d'impôt.gouv. Demain, l'objectif de l'État, bien ça, c'est de récupérer de l'argent par tous les moyens possibles. Et donc de se dire, la déclaration de TVA, ok, c'est de l'EDI. Ils ont mis en place en 2023 l'assujetti unique de TVA. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Souvent les banques qui utilisent ces éléments-là, dans les banques, les assurances, parce qu'ils ont des sociétés qui ne sont pas assujetties à la TVA. Ce qui fait que quand il y a cette compensation, c'est qu'ils ne vont pas payer de la TVA. Et donc, il y a une tête de groupe d'assujettis unique, un périmètre qui est déclaré, et derrière, toutes les déclarations de TVA sont déclarées, mais à partir d'une seule société. Et en fait, quand ils ont mis ça en place, c'est quelque chose qui existait déjà, c'était un article, je crois que c'était la 261, je ne sais plus exactement le numéro de l'article, mais c'était un article qui existait déjà, mais pas aussi complet. Et en fait, ils ont dit c'est de l'EDI. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont pris cette option, qui est arrivée en fin d'année, ils avaient l'obligation dès janvier d'aller faire leur déclaration de TVA en format EDI. Donc de trouver une solution qui leur permette de faire la déclaration de TVA en EDI et pas d'aller saisir sur le site impôt. Donc demain, il faut savoir que soit ils vont dire en EDI, comme la DEC loyer, je ne sais pas si vous connaissez la déclaration de loyer. Déclaration de loyer, en fait, c'est l'État qui vous envoie des informations sur cette déclaration et vous rentrez vos éléments d'occupation et de montant et vous renvoyez à l'État la déclaration. Là, ça va être le même principe. Vous envoyez les éléments, vous n'avez plus qu'à checker, rajouter, enlever des éléments et après renvoyer à l'administration fiscale. Donc, on a cette capacité de se dire, je gère ma TVA dans cette fiscalité et Sage GFRP 1000, étant donné que je peux aller jusqu'à la déclaration de TVA, j'envoie mes éléments, ça alimente ma CA3, je contrôle, je valide et j'envoie à l'administration fiscale.
un assistant de contrôle, différents contrôles possibles dans l'application. Paramétrable pour les contrôles non bloquants. Je reviendrai sur ces éléments. On a des contrôles bloquants, il s'agira de plus en avoir pour envoyer à l'administration fiscale. Ça, c'est des contrôles qui étaient vus entre l'éditeur et l'administration fiscale. Et on a des contrôles non bloquants. Cette liste, elle peut être agrémentée par vous, si vous avez des contrôles particuliers. Exportable aussi sur Excel, mais je reviendrai sur ces éléments directement dans l'application. Traçabilité, je vous ai dit, on a une traçabilité piste d'audit dans l'application, mais on va avoir aussi une traçabilité avec l'administration fiscale. Je fais mes déclarations, j'envoie en format EDI à l'administration fiscale. J'ai tout dans ma boîte mail, j'ai le moment où la déclaration elle a été validée, le moment où elle a été envoyée. Si j'avais déclaré des montants, le montant payé à l'administration fiscale, déclaré, payé, et lorsque ça a été reçu, et si c'est accepté ou rejeté, et j'ai la possibilité de récupérer l'accusé de réception de l'administration fiscale. Le tout dans la boîte mail de Sage Fiscalisé. Donc une traçabilité dans l'application, une traçabilité avec l'administration fiscale et ce workflow aussi de validation avec l'administration fiscale. Un élément qui arrive d'ici cet été, voire la fin de l'année, c'est le push mail. Une facture qui va, une déclaration qui va arriver en retard, vous recevez un mail direct dans votre boîte mail. Disant attention, warning, la TVA c'est pour le 19, on est le 18, il n'y a encore rien de fait. Typiquement, je parle de la TVA, mais je pourrais parler d'une autre déclaration. Mais on aura ces éléments. Et les plaquettes, on a une gestion des plaquettes, je vous ai dit, complètement personnalisable. Sur Word Excel, on a un menu complémentaire qui vient se greffer à Word Excel. Donc, vous avez le menu de Word, vous allez utiliser du wording, du texte, etc. Puis derrière, les données sont mises à jour en temps réel, directement dans vos modèles de plaquettes. Et c'est là, je vous disais, la force par rapport à l'ANC, c'est que vous pouvez créer le nombre de modèles de plaquettes que vous voulez. Moi, quand j'étais comptable, tous les 6 mois, on faisait des situations mensuelles, mais tous les 6 mois un peu plus poussées. Et le comité de direction nous demandait de fournir une plaquette épurée, une IAS, voilà, comme une situation de fin d'année, mais en interne plutôt. Pour les investissements, etc. Et du coup, là, on a cette capacité. Je crée ma plaquette de fin d'année. J'ai une plaquette, j'ai un modèle épuré, quelques pages, quelques états que je gère qu'en cours d'année. Je fais des situations. Dans cette fiscalité, on a la possibilité d'avoir des tableaux de gestion. SIG, capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie. Donc, j'importe mes éléments, ça alimente mes liasses, mes annexes, mais ça alimente aussi tous ces tableaux de gestion. Ce qu'on pourrait se dire, c'est de la fiscalité, j'utilise une fois par an. En fait, c'est un outil, ok, vous allez pouvoir l'utiliser une fois par an, mais vous pourrez aussi capitaliser dessus et se dire, en cours d'année, on fait des situations, peut-être qu'on pourrait avoir une vision sur ma capacité d'autofinancement, mon SIG, plutôt que passer par une BI, j'ai déjà tout dans l'application. J'importe, je contrôle et je sors les états. Volontairement, je suis dans Sage FRP1000, j'ai un tableau de bord, et et là, moi, j'ai un tableau d'activité qui reprend mes éléments. Alors, je vais juste vous montrer la possibilité à travers le connecteur d'envoyer les éléments. Vous voyez ici, un élément qui a été demandé. Je sais pas, il y a un client qui parlait de Customer Voice ce matin, non? Pas là la personne. Attends. On a le Customer Voice dans Sage FRP1000, c'est-à-dire qu'on donne la parole à nos clients. S'ils veulent faire une amélioration dans l'outil, etc., ils suggèrent l'idée. Il y a un vote qui est fait par tous les utilisateurs de Sage FRP1000, même nous, même nos partenaires et tout. Tous les utilisateurs ont la possibilité de voter. Et lorsque la R&D fait évoluer nos solutions, ils en tiennent compte. En tout cas, au début, ils tenaient compte, mais des fois pas forcément. Et là, depuis quelques années, il y a au moins une évolution qui sort du Customer Voice. En plus des clubs clients qu'on fait une fois par an. Et là, récemment, le mois dernier, on a eu une demande concernant les écritures de simulation. Je vous ai parlé de situation intermédiaire. On pouvait envoyer la balance, mais pas les écritures de simulation. Donc, il y a une cliente qui a dit, oui, mais moi, je me fais comment mes situations si je ne peux pas envoyer mes écritures de simulation?
Donc du coup, on a vu avec la R&D qui a dit oui, bon, facture électronique, mais on va voir comment on peut intégrer ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais vu ces changements, aujourd'hui, le client il a le choix de dire où j'envoie une balance, si normal, où j'envoie mes écritures de simulation. Et là, je vais faire tous mes tableaux de gestion, je vais faire toutes mes situations intermédiaires. D'accord. Je peux l'envoyer en multi-société, annuellement, périodiquement, semestriellement, donc les périodes que je veux dans l'application. Et ici, je peux me dire que j'ai un ensemble de sociétés ici, et puis je vais envoyer, j'aurais peut-être dû sélectionner une société parce que je ne sais pas trop comment il y a l'internet, mais peu importe. J'avais 3 sociétés, j'envoie pour mes 3 sociétés les balances. Ce qu'elle fait l'application, c'est que déjà elle va vérifier dans cette fiscalité, est-ce que l'exercice existe. Je vous ai dit tout à l'heure, on est en fin d'année, on n'a pas ouvert notre exercice, il va le vérifier. Si l'exercice n'existe pas, il la crée de façon automatique. Si elle existe, il envoie la balance pour venir alimenter la déclaration pour la société concernée. Là, vous voyez, il dit OK, l'exercice existe, il va m'envoyer ma balance. J'aurais dû peut-être sélectionner sur une société parce que du coup, en fait, il fait des appels. Comme c'est de l'internet, des fois, ça peut. Je ne connais pas trop la connexion ici, donc ça peut être installé. Mais ce paramétrage peut être fait aussi à la main sur l'outil directement. Donc, si vous avez passé sur FRPU, on peut paramétrer dans les sociétés, les exercices, etc. de manière autonome. Sachez que je vous ai parlé de balance, d'import de balance. Mais dans l'application, on peut importer un certain nombre d'éléments. Tant que c'est un fichier Excel, on crée un format d'import, on importe. Vous avez, votre société, elle n'est pas sur cette FRPMI. Par contre, vous avez 40 sociétés que vous voulez gérer. Vous avez la possibilité d'avoir un fichier Excel qui reprend toutes les données, SIRET, nom, etc. des sociétés, numéro de TVA, DRACOM, etc. Vous l'importez en une fois et ça vient alimenter toutes les fiches sociétés. J'importe mes balances en une fois, ça vient alimenter toutes mes liasses fiscales. J'importe d'autres données, des échéances, voilà. Si je peux créer un tableau Excel, je peux créer un format d'import, je vais vous montrer comment créer un simplement et on vous en fournit en standard. Je les importe, ça vient alimenter. Et j'ai plus qu'à aller faire mon analyse et contrôler mes éléments. Okay. Jusqu'à la déclaration, c'est ce qu'on appelle un formulaire. On peut importer en masse sur un format Excel, donc un formulaire. Donc, au lieu de les saisir directement sur la déclaration, on a un fichier Excel et la déclaration peut se remplir. Si on est aussi en multi-société, on peut également le remplir. Notamment, par exemple, les TVA, donc ligne par ligne, société par société. Donc, on peut charger en masse le formulaire, par exemple, la 3310 en masse sur toutes les sociétés. Ça, c'est faisable. Vous parlez de figer la TVA tout à l'heure, souvent dans les entreprises. La première fois, même moi, la première à le faire, on avait la gestion de la TVA complète dans l'application, mais moi j'avais un fichier Excel. Pourtant la TVA je la sortais, mais j'avais mon fichier Excel où je reprenais mes données, je refaisais mon calcul de mon chiffre d'affaires avec mon taux de TVA, tac, 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 pour être sûr que ma déclaration de TVA était juste. Moi la première à le faire. Donc là, en l'occurrence, j'importe mon fichier Excel finalement. Vous parliez de figer la compta, je me dis, bon, je ne veux pas figer. Ce qui est mieux, c'est de figer la compta. Moi, je suis sûr de ce que j'ai déclaré et je ne reviens pas dessus. Cependant, je peux me dire, j'ai des éléments dans un fichier Excel, je les importe. Et ce n'est pas forcément le connecteur qui va jouer dans ce cas-là. Vous pouvez passer le curseur autrement. Donc là, j'ai envoyé mes éléments d'exercice. J'ai le même traitement, alors je ne vais pas m'amuser à renvoyer, quoique la TVA elle sera peut-être un peu plus rapide. J'ai celle de janvier qui est dispo. Normalement, j'ai aussi le même traitement en multi-société pour la TVA. Donc on en a parlé juste avant. Je peux envoyer et ça vient m'alimenter ma déclaration de TVA directement dans Sledge. On va aller dans l'application et on va sortir un peu de la mine et on va aller directement dans l'application. Je ne vous remonte pas les traitements pour les changements de compte de la l'ANC et des copies d'écran. On va aller plutôt se focaliser sur Sledge Fiscalité. Donc là,
il est allé... n'existe pas dans la société. 25-2001. Bon, il s'agira... Là, ce qu'il me dit, c'est que je n'ai pas mis une échéance sur ma déclaration de TVA dans cette fiscalité. Donc, du coup, il ne la retrouve pas. Il veut bien envoyer les éléments de TVA, mais il ne retrouve pas la CA3. Donc, du coup, il me dit, va activer la CA3, et puis derrière, je peux refaire l'élément. Vous savez que dans cette GFRP 1000, les éléments sont planifiables. Donc ça, c'est un élément important pour gagner en productivité. Je fais mes situations, je sais que le 5 du mois suivant, il n'y a plus de saisie, tous les autres sont en révision, il n'y a plus de saisie ni dans les achats, ni dans les ventes, etc. Je planifie, ça envoie, ça alimente. Donc, il y a un certain nombre de traitements qui sont planifiables dans l'application. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais sachez que, moi en tout cas, je me dis, ça me ferait gagner en temps. On va aller dans cette fiscalité. Donc ici, je vais me connecter à travers un login et un mot de passe. Sachez que vous allez pouvoir garder votre mot de passe SSO. Dans l'application, je me connecte avec Chrome, mais vous pourrez vous connecter avec votre navigateur de préférence, Mozilla, Edge ou autre. Pas d'importance. Même ceux qui ont des Mac, Safari et autres, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'arrive ici sur le tableau de bord de cette fiscalité. Différents éléments, j'ai des filtres en haut qui me permettent d'avoir des éléments dans mon tableau de bord. Je peux filtrer sur les exercices que je veux voir apparaître dans le tableau de bord. Les types de documents, genre je veux de la TDFC ou autre, des annexes ou autre, et peut aller au plus fin et me dire je veux voir que des alias. Je peux filtrer sur ces éléments. Le bandeau du dessous sont des données de volumétrie. J'ai 113 déclarations ici dans ma base. Et puis avec des niveaux, je vous ai dit, on a un suivi dans l'application, on a une traçabilité, mais on a aussi un suivi des différents statuts de mes déclarations. J'ai des déclarations qui sont nouvelles, en cours, et j'ai toute cette partie, toute cette subdivision, des déclarations qui sont terminées et qui ont été envoyées à l'administration fiscale, acceptées ou rejetées pour ce réseau. Donc je garde cette traçabilité, tant bien dans l'application, je vais vous montrer la piste d'audit dans un instant, mais aussi cette relation privilégiée que j'ai avec l'administration fiscale, savoir quand est-ce que j'ai envoyé mes déclarations, ils l'ont accepté ou pas. Ça c'est important parce que si j'ai un contrôle fiscal, il faut que je justifie, j'ai un client d'un fois, il me dit ouais mais je ne pouvais pas justifier le nombre de feuillets que j'ai envoyés, parce que je me dis il n'y avait pas assez de feuillets. Et là en l'occurrence on récupère bien cet accusé, qu'ils ont bien reçu tous les éléments de la déclaration. La partie centrale, ici, j'ai différentes vignettes où j'ai une présentation par société. Je pourrais éventuellement avoir une présentation par document. Je peux avoir une présentation par document. Donc moi, je vais garder une présentation par société. La société Cedrus, ça va être le fil conducteur pour cette présentation. J'ai le logo, j'ai le nom de la société. Ma déclaration à leur retard. Dans la vraie vie, il s'agira de ne pas en avoir retard, bien évidemment, sauf à mettre une date butoir en amont de la date fiscale. Ça peut arriver. Et là, avec le push mail, de toute façon, vous allez recevoir un mail vous disant warning, attention, risque d'amende qui arrive. Sur le retard, c'est une échéance de travail, non pas une échéance fiscale. Enfin, l'administration fiscale n'aura pas connaissance de cette échéance. De ce retard, c'est vraiment pour vous. En fait, ce que la Tiflosi, ça va activer le document et ensuite c'est une échéance de travail. Donc en fait, on fait un peu nos courses sur les documents, qu'est-ce que j'ai besoin, et là j'impose en fait une échéance. Et ce tableau vraiment il sert à la fois pour savoir qui fait quoi, parce qu'on peut être multi-utilisateur, donc où se situe ma déclaration ou la déclaration de mon collègue, où est-ce qu'il s'est arrêté. Admettons, vous avez un collègue qui a un arrêt maladie, hop, vous savez où est-ce qu'il en est de cette déclaration, est-ce que ça a été envoyé ou signé ou traité, donc c'est sur tout ça. J'ai des déclarations qui sont rejetées et puis j'ai des déclarations qui sont à revoir. À revoir, ça veut dire que la déclaration a été faite par moi-même, par un collaborateur. Cependant, on a modifié l'élément de la balance, on n'a pas réimporté. Donc on reprend la main, on redonne la main au collaborateur pour de nouveau venir modifier cette déclaration. Si ma déclaration elle a été envoyée à l'administration fiscale, je dis on historise les données. Bien évidemment, on garde la première déclaration qui a été envoyée, on garde cette traçabilité et on fait notre rectificatif
pour renvoyer une nouvelle déclaration à l'administration fiscale. On aura tout ce suivi. J'ai 13 déclarations qui sont terminées sur 25 qui sont à produire sur la société Cedrus. J'ai une présentation par vignette. Je pourrais avoir aussi une présentation en liste. Certains clients, quand on a un volume important de sociétés ou de déclarations, c'est un peu plus confort, on va dire, de travailler plutôt en liste. J'ai des filtres au-dessus des colonnes qui me permettent de me dire ici, je vais filtrer sur les sociétés contenant le code Cedrus. Je garde la traçabilité, je garde l'achèvement, les statuts, bien évidemment, de l'ensemble de mes déclarations. Okay. Alors, avant de faire ensemble une déclaration, je vais vous parler d'un peu de paramétrage. Alors, rassurez-vous, rien de compliqué. Ici, moi, je suis connectée en tant que Pierre Célestine. Je vous ai dit, dans l'application, on va pouvoir émettre des droits et des habilitations. Moi, j'ai des droits sur un périmètre de société et j'ai des droits sur un périmètre déclaratif. Mais on peut se dire que, en l'occurrence, tous mes collaborateurs n'ont pas accès à la déclaration des frais généraux qui comprend des données confidentielles de salaire, 2067. Donc, je détermine des droits, un périmètre de droits sur les sociétés, sur les déclarations. Et je peux aller au plus fin, me dire, tout le monde n'a pas accès à cette déclaration-là. Je peux même aussi créer un groupe de users, eux, ils vont faire que de la TVA. Ils n'ont pas besoin d'avoir accès à l'IAS. Je gère l'IAS, j'ai un collègue qui gère l'IAS. Mais ces collaborateurs comptables, ils vont faire que de la TVA, typiquement. Ils vont avoir une vision que sur la TVA. Vous pouvez avoir une vision sur l'ensemble du scope. D'accord. Dans la nouvelle version, même celle-là, je ne l'ai pas, on va même pouvoir valideur, donc on va donner des droits en validation. Donc, le collaborateur il va aller jusqu'au bout, mais il n'ira pas jusqu'à la validation. C'est vous qui irez valider la déclaration pour l'envoyer à l'administration fiscale. On peut scinder effectivement l'ensemble de ces droits. Je vous ai dit qu'on a une piste d'audit dans l'application, vous voyez, toute interaction, vous voyez ici, API. Je suis venu à travers les connexions envoyer les différentes balances. Je me suis connecté sur Excel, etc. J'aurais pu avoir plus de données d'hier ou d'avant-hier parce que j'ai travaillé dessus. Mais voilà, tous ces éléments, on va pouvoir les exporter sur Excel. Souvent, les commissaires aux comptes, ils demandent une piste d'audit, de la traçabilité sur ces changements-là. Donc, on peut fournir aussi ces éléments qu'on pourrait exporter sur Excel. Je vais partir maintenant sur le paramétrage. Ici, je vous ai dit, on garde l'historique des millésimes. Là, c'est tous les millésimes qui sont présents ici dans ma base. On garde l'historique des millésimes. Je vous ai parlé de plans de fourchette. On fournit en standard un certain nombre de plans de fourchette basés sur le PCG en fonction des activités, etc. Quand on parle de plan de fourchette, c'est bien le mapping entre mes fourchettes de compte et mes cellules de ma liasse ou de mes déclarations. J'importe ma balance, ça vient automatiquement alimenter ces éléments. C'est là que je vous disais, si vous avez des paramétrages particuliers, vous les faites ici et ces paramétrages sont conservés lors des mises à jour réglementaires. D'accord ? Un état de contrôle directement. Donc, si je me suis trompé sur une fourchette de compte, donc là on aura un message d'erreur qui nous guide en disant attention, il y a soit un chevauchement ou disjonction de compte. Donc on a quand même un état direct de. Enfin, c'est assez ergonomique en tout cas sur ces états de contrôle. Donc en direct, on a l'information quand il y a un problème, même sur la l'IAS. Je pense que c'est quelque chose que tu vas parler tout à l'heure. Mais ça reste à la main. Alors, encore une fois, c'est une solution, mais orientée utilisateur. Ce qui veut dire que moi, je n'ai pas besoin d'attendre que mon service informatique intervienne, surtout quand je n'ai pas de ressources. Non, mais c'est. Vous rigolez, mais moi, quand j'étais comptable, ça m'est arrivé d'aller poster ma déclaration de TVA à la poste qui se trouve au centre-ville de Lyon, qui ferme à minuit, parce que du coup, j'étais bloquée. Et non, mais c'est vrai, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est comptable et qu'on se dit flûte, on dépend du service. C'est pas méchant. Des fois, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'intervenir. Et moi, j'ai besoin que ma déclaration soit faite parce que l'État, il n'entend pas, je n'ai pas le temps. Lui, il envoie, après, il se dit non, c'est bon, il faut payer tant, 10%. Donc, du coup, et après, ma direction n'est pas bien d'accord. Mais
c'est vraiment une solution, et vous verrez, hein, c'est vraiment orienté utilisateur. D'accord? Donc là, j'ai des formats d'import. On parlait de solutions différentes hein, par rapport à du sec. Comment créer simplement? Donc là, j'ai un certain nombre qui sont à ma disposition. J'ai volontairement explanté une balance. Une balance toute simple, hein, ici, avec quelques colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais lui dire je veux rajouter un format d'import. Et là, c'est du mapping hein, que je vais faire. Pour autant, je vais ramener d'abord mon exemple. D'accord? Je vais lui dire que c'est de la balance. Je vais lui dire que c'est une démo. Je vais donner, je ne sais pas quelle date. Le 20, j'aime bien la date du jour. Donc voilà, et puis lui dire que c'est un fichier Excel. Je vais récupérer mon fichier Excel que je vous ai montré à l'instant pour la société Cedrus. Il me ramène mon exemple, et là simplement je vais aller faire un mapping. D'une, je ne vais pas prendre la première ligne, c'est l'entête des colonnes, j'en ai pas besoin. Et là, je vais faire un mapping des colonnes dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de 4 colonnes. J'ai besoin du compte, du libellé, de mon débit et de mon crédit. Voilà. Et là, j'ai créé mon format d'import. On vous fournit des formats d'import en standard. Cependant, c'est simple utilisation, c'est de la compta, c'est du mapping. J'ai un tableau qui fait 15 colonnes, mais moi j'ai besoin de 4 colonnes dans mon tableau, je l'importe quand même mon tableau. Mais je vais aller cibler ces 4 colonnes dont j'ai besoin. D'accord? Donc, j'ai créé mon format d'import. Je vais aller sur la fiche société. Sur la fiche société, je vous ai dit, j'ai la possibilité de créer des exercices annuellement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement, en fonction de mes besoins. Je pourrais venir ajouter des exercices, une acquisition d'études ou autre. J'ai un exercice sur 15 mois. Je pourrais personnaliser ces éléments. J'ai les informations de société. Un élément important, je ne sais pas si vous avez de l'intégration fiscale. Dans la salle. Ma société Cedrus est tête de groupe d'intégration fiscale, ce qui veut dire que lorsque je vais remplir mes 2058 de mes filles, de façon automatique, les 2058 de la mère sera renseignée, la 2058 de la mère, sans que j'ai à figer les 2058 de mes filles. C'est automatique. Je vais les contrôler en même temps que j'ai mes collaborateurs qui sont en train d'établir les déclarations, pas de souci. Je pourrais simplement le faire. J'ai la partie actionnariat qui me permet d'avoir le suivi, hein, bien évidemment, de l'actionnariat, ici, et puis mon périmètre d'intégration fiscale, présent ici. Je crée un exercice sur la société Cedrus, étant donné que c'est la tête de groupe, automatiquement les exercices seront créés dans les fiers. Ça va de soi. Il s'agira de faire les fiers avant de faire la mer, bien évidemment, mais ça coule de source. J'ai la partie échéance où j'ai la partie échéance où j'ai des échéances, hein, j'en parlais tout à l'heure, j'ai différentes échéances qui viennent se mettre et ces éléments sont dans mon tableau de bord. Si je veux rajouter un élément dans mon tableau de bord, c'est 3S par exemple, je vais juste lui mettre une échéance au 24, au 24. Et puis, cette nouvelle déclaration va apparaître dans mon tableau de bord. Compte bancaire, on va pouvoir envoyer en format EDI l'ensemble des déclarations, mais on va pouvoir aussi envoyer le paiement. On ne peut pas aller sur un compte en groupe, on va appuyer sur le bouton payer. Donc, du coup, j'envoie ma TVA, j'envoie mon acompte TIE, j'envoie ma CVAE et j'envoie mon bordereau de règlement. C'est que ici, je renseigne les comptes bancaires déclarés auprès de l'administration fiscale. D'accord. Je peux aussi les importer, hein, ces éléments. Vous les appelez dans votre compteur ou autre, on les importe en une fois, ça vient alimenter l'ensemble de ces éléments. Je peux aussi demander aussi le remboursement. Aussi, du coup c'est pas mal aussi. On a la notion de journaux. Ici, c'est des clients qui nous ont demandé de pouvoir saisir des OD divers de retraitement dans cette fiscalité. Donc, on a cette possibilité de pouvoir saisir des OD et faire des éléments de simulation ou autre. On a cette possibilité dans l'application. Si je vais maintenant sur, je reviens ici sur la société Cedrus, donc on va aller voir l'alias fiscal de la société Cedrus. Ici, alors il faut savoir que tous les espaces de travail dans cette fiscalité se présentent de la même façon. Je vais avoir mes filtres là-haut qui me permettent de passer d'une société à l'autre. Je ne vais pas revenir dans mon tableau de bord si je veux aller sur la société Abélia.
pouvoir passer d'une société à l'autre, d'une année à l'autre, voire même, je ne veux pas faire de l'alias, mais je veux gérer mes annexes, je vais aller sur mes annexes. J'ai une feuille de route qui me dit que ma déclaration elle est en cours et j'ai des données chiffrées. J'ai 9 contrôles d'erreurs bloquantes et j'ai 12 erreurs non bloquantes. C'est des éléments sur lesquels je reviendrai, mais si je vais dessus, j'ai toute une liste. Vous voyez ici, j'ai toute une liste d'erreurs. J'ai une navigation, il m'emmène sur mon erreur, je peux aller corriger, etc. etc. Mais je reviendrai sur ces éléments, d'accord, dans un second temps. J'ai la partie de gauche, ce sont ici mes volets de navigation, je vais pouvoir passer d'un feuillet à l'autre de Malias. La partie centrale, c'est mon espace de travail. Dans cette fiscalité, on a un code couleur, je reviendrai sur ces éléments, on a du vert, on a du bleu, on a du jaune. Là, ici, on a dit que la société Cedrus n'avait pas cette FRP1000. C'est une société que je viens de racheter. J'ai créé avec vous un format d'import. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon format d'import. Je vais lui dire que c'est un format d'import balance et je lui ai donné quel nom, le 20 mars. Je vais prendre le format d'import qu'on a créé ensemble. Je vais récupérer mon fichier Excel que je vous ai montré, sur lequel je me suis appuyé pour créer l'exemple. Vous voyez ici, il y a quand même un contrôle qui se fait sur l'équilibrage de la balance. Vous voyez, j'ai tout le détail de ma balance qui est ici. J'ai utilisé mon format d'import et il va venir m'alimenter ma alias fiscale avec son import de balance. Si j'étais sur mon tableau de bord, j'ai un fichier avec toutes mes balances de toutes mes sociétés. Sur mon tableau de bord, j'ai un petit carré importé. Mais j'importe en une fois et ça alimente toutes mes balances pour toutes mes sociétés. D'accord ? Donc là, j'ai ma balance qui vient alimenter simplement ici mes éléments. J'ai un code couleur comme je vous ai dit. Et tout ce qui est en bleu, ce sont des paramétrages de fourchette de compte. Je vais sur ma cellule BZ1, autre créance. Dans cette cellule, j'ai des fourchettes de compte. Lorsque j'importe ma balance, ça doit alimenter ces fourchettes. D'accord ? J'ai le choix de dire, je ne veux pas voir afficher les fourchettes de compte qui sont à 0. Je ne veux pas voir afficher les fourchettes de compte, mais que les comptes qui sont venus alimenter ma cellule autre créance. Je pourrais exporter ces éléments sur Excel au besoin pour de l'analyse. On peut analyser ce qui se trouve dans les cellules, etc. J'ai mes comptes, j'analyse sur Excel l'ensemble de ces données. D'accord ? J'ai des droits et des habilitations. Je peux venir modifier. Alors, c'est assez mitigé par rapport à cette modification. On a certains clients qui nous disent « Ah, mais non, jamais. Pourquoi je modifierais une cellule de Malias ?» Ce qui est cohérent. Puis on a des clients qui disent « Oui, non, mais moi, j'aimerais bien voir si je change un élément dans ma balance de la compta, qu'est-ce que ça fait ?» Donc, on a les droits et les habilitations, je modifie. Donc, j'ai ma cellule qui change de couleur. Donc, j'ai visuellement quelque chose. Je garde la traçabilité, bien évidemment, des éléments qui ont été importés en amont de la balance. J'ai une pastille qui me dit que ma cellule est ajustée et j'ai le montant de la cellule ajustée. Okay. C'est moi qui fais la déclaration, par contre, c'est vous qui la contrôlez. Je vais pouvoir venir rajouter simplement un commentaire, à savoir pourquoi je suis venu modifier cette cellule. D'accord. J'ai demande du commissaire aux comptes, il n'est pas passé par vous, il est passé par moi. Du coup, je modifie, je mets un commentaire. Vous vous connectez, vous avez l'information en temps réel, à savoir pourquoi ça a été modifié. Si j'ai les droits et les habilitations, je peux aussi venir supprimer, je peux supprimer ces éléments, donc ils récupèrent la balance qui a été envoyée en amont. Les zones qui sont en vert, ce sont des zones de formule de calcul plus ou moins complexe. Ici, c'est la somme des cellules qui sont en amont. Dans ma 2058 de la société Cedrus, j'aurai la somme des cellules qui viennent des 2058 définies, plus ou moins complexe. Dans mes cellules qui sont en jaune, jusqu'à fin d'année, on a encore un peu exceptionnel. Donc du coup, ce sont des zones d'écriture, de saisie. Je vais pouvoir simplement venir saisir des données ici. Mais je peux aussi importer des données. Et moi, j'ai un tableau qui reprend simplement mes charges et produits exceptionnels, qui reprend ma 2053. Okay, tout simple.
Ce que je vais faire, je vous ai dit, on fournit en standard des formats d'import. Donc, je vais venir ici voir importer non pas une balance, mais un document. Je vais lui dire que c'est un type formulaire. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de formulaire. Vous voyez ici, un élément important, je n'en ai pas parlé, EDI et DFC. Lors du projet, moi, j'ai besoin de récupérer au moins N-1, à minima. On n'a pas de limite hein, en termes d'historique, on peut récupérer N-2, N-3, en fonction du besoin. J'ai besoin de récupérer mon N-1. Je récupère le DIT-DFC déjà transmis à l'administration fiscale. C'est que je récupère ma liasse figée. Je pourrais reconstruire une liasse, hein. Un balance, je reconstruis ma liasse. Mais là, je récupère bien tous les éléments qui ont été envoyés à l'administration fiscale. Je l'intègre dans la solution sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour faire de la recopie, par exemple, de l'analyse. Hein. Je vais vous montrer, on a des tableaux d'analyse aussi possibles dans l'application. Donc ici, vous voyez, j'ai un filtre sur la page qui me propose que les formats d'import qui correspondent au feuillet sur lequel je me trompe. Sinon, j'aurai toute la liste de mes formats d'import. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier ma donnée 53. Okay, ça correspond à mon petit tableau. Quand bien même si j'avais 3 colonnes dans les tableaux avec les éléments, ça aurait pu aussi correspondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici récupérer mon petit tableau 2053 et puis simplement je viens importer ces données et il va venir automatiquement m'alimenter mes charges et produits exceptionnels. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer un autre exemple. On importe une balance, ça c'est du classique avec un format d'import. Puis je vais pouvoir aussi importer un certain nombre d'éléments. Si j'ai un fichier Excel, j'ai un format d'import qui correspond, j'importe par société ou en multi-société. Une autre façon d'alimenter notre liasse fiscale, tu parlais de recopie de N-1. Je vais aller pour cela sur... Ah, je dis le résultat. Autant pour moi, je voulais aller plus vite. Donc là, il est venu alimenter mes éléments. J'avais plus de lignes de façon automatique. Hein. Il va renseigner le feuillet complémentaire. Si j'ai plus de lignes, c'est exceptionnel, hein. Donc peut-être pas. Mais si j'ai plus de lignes dans mon fichier Excel, automatiquement, il vient créer le nombre de feuillets nécessaires et il l'alimente en important le fichier Excel. D'accord ? Si je vais sur mes filiales et participations, et je me dis, est-ce que mes filiales et participations elles ont changé par rapport à N-1 ? Je ne sais pas. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet, clic droit, j'ouvre un nouvel onglet. Ici, c'est grisé, ça veut dire que je suis déjà en train de travailler sur la déclaration. On ne va pas être deux à remplir la déclaration. On peut la contrôler pendant que le collaborateur est en train de la remplir, mais pas la remplir en même temps. Moi, je vais aller vérifier 2022. 2022, à savoir, est-ce que je peux m'appuyer sur le N-1 pour recopier ces données directement sur mon feuillet 2059, j'ai des filiales et participations. Je vérifie l'ensemble de mes données, je me dis OK. Alors là, j'ai ouvert MIAS. Tout à l'heure, j'avais ouvert pour aller dans le paramétrage. J'ai le trésorier qui m'appelle, il a un prélèvement et ne sait pas à quoi ça correspond. C'est écrit des GFIP. OK. Bah, je vais vérifier. C'est de la TVA, compte d'IS, CVAE, etc. J'ouvre, je donne l'information à mon trésorier, je reviens sur ma liasse et je continue à faire ma liasse. Okay. Donc ici, je me dis, OK, bah, je vais me baser sur ces éléments. Je ne vais pas faire de l'import, mais je vais venir faire de la saisie. J'ai la possibilité de récupérer du texte, me dire le taux de détention a varié d'une année à l'autre, je récupère que le texte. Je peux aussi récupérer du texte et du montant, ou voire même sur la totalité de ma déclaration. Donc là, moi, je récupère du texte de N-1 sur mes filiales et participations. Et souvent, nos clients, ce qu'ils font, ils récupèrent tout. En début d'année, ils récupèrent tout le N-1. Tout ce qui est saisi, tout ça, ils récupèrent sur la liasse. Et au fur et à mesure qu'ils vont faire leur liasse, ils vont venir épurer, modifier, rajouter un élément par rapport à N-1. Ça leur fait gagner aussi du temps par rapport à ça. Une fois que j'ai rempli ma déclaration, il me reste 2 erreurs bloquantes. Donc vous voyez ici, j'ai l'explication. J'ai l'explication qui me dit, bah ok, dans ma zone provisoire, j'ai une erreur, il faut aller renseigner cette zone. Puis il me donne l'explication, dans quelle liasse, etc. Et il m'emmène même sur l'erreur concernée. Donc moi, je vais ici, il me dit, ok, bah là, cette zone, il faut que je la souligne. Je vais passer comme ça, et là, automatiquement, il décrémente. Donc, il me reste une erreur bloquante.
peu, je suis désolée. Il me reste une erreur bloquante. On va un peu le gruger parce qu'en fait, j'ai pas ramené le montant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il me reste des erreurs non bloquantes. Je vous ai dit, on a la capacité de venir agrémenter cette liste. Si vous avez des contrôles particuliers, vous allez pouvoir ajouter des éléments et mettre un commentaire. Encore une fois, c'est le collaborateur qui fait la déclaration. Il alimente, il vérifie, il met un commentaire, ok, vérifié, écart non significatif, etc. Vous allez contrôler, c'est vous qui voyez effectivement tous les éléments, et vous êtes sûr qu'ils sont passés sur ces champs, puisque du coup, ils ont mis un commentaire à savoir, ok, c'est matché, c'est contrôlé, c'est bon, c'est validé. D'accord ? Donc, j'ai la possibilité de mettre un commentaire, au même titre qu'à la cellule, de mettre un commentaire. Et si j'ai les droits et les habilitations, je peux marquer ma déclaration comme validée puisque je n'ai plus d'erreur bloquante. Si j'ai les droits et les habilitations, je vais pouvoir aussi placer ma déclaration dans la boîte d'envoi. Et après, on va aller dans la boîte d'envoi pour voir comment ça se présente. Et là, j'ai les trois habilitations, je place ma déclaration dans la boîte d'envoi. Il va me dire, attention, il reste des erreurs non bloquantes. Donc, on a quand même cette alerte qui me dit, il y en a, il faut aller les vérifier. Et moi, je suis allé les vérifier. À ce stade, j'aurais pu reprendre la main, redonner la main au collaborateur pour de nouveau venir modifier la déclaration. Voilà. J'ai modifié un élément dans les immobilisations, les augmentations, les variations. Je reprends la main, je redonne la main pour venir de nouveau faire ces modifications. On va maintenant revenir sur mon tableau de bord. Société Cédrus, j'ai deux éléments dans ma boîte d'envoi. Donc dans mon tableau de bord, la déclaration elle était en encours. Maintenant, elle est dans la boîte d'envoi. C'est pas celle-là que je voulais. Je suis allé sur Ubépine. J'aurais pu enlever le petit filtre. Peu importe. Elle est là. Donc c'est bien la déclaration que je viens de faire à l'instant avec vous à 16h12. À 16h12, d'accord. J'ai la possibilité ici de me dire j'envoie ma déclaration, vous aurez un identifiant, un code signature pour envoyer en format EDI à l'administration fiscale. Okay. J'ai plusieurs déclarations, j'ai fait toutes mes liasses pour toutes mes sociétés. Simplement, je coche toutes mes sociétés, j'envoie une fois. C'est la période en même temps d'envoyer la TVA. Je coche ma TVA et j'envoie ma TVA. Et le tout en une fois et en multi-société. D'accord. J'ai aussi la possibilité ici sur la société Cédrus de reprendre la main, redonner la main. Je peux exporter un format PDF. Tout le monde n'a pas accès à cette fiscalité. Cependant, j'exporte un fichier PDF que je vais aller déposer sur un dossier permanent pour donner l'information aux autres collaborateurs. D'accord. En cours d'année, je fais une situation intermédiaire. J'exporte que les feuillets de ma liasse qui sont renseignés. Je n'ai pas besoin des 89 feuillets, ça c'est pour l'État. Mais j'ai quelques feuillets de renseignés, j'exporte que ces feuillets-là. Si je reviens ici sur ma boîte d'envoi, je peux exporter un format EDI. Certains commissaires aux comptes demandent un format EDI pour le mettre dans leur solution, pour venir faire de l'analyse. Donc j'ai cette possibilité d'exporter un format EDI. J'ai aussi ici, si je vais sur la partie historique, je vous ai dit on a une traçabilité des éléments. Donc moi j'ai toutes mes déclarations ici. Je vais avancer un peu, la déclaration a été envoyée, etc. etc. Si j'avais des montants envoyés, un montant déclaré, un montant payé, écart éventuel, s'il y en avait un, d'accord, on dit CVAE ou autre, un retraitement, voilà, je ne vais pas payer le bon montant qui était sur la déclaration, mais c'est justifié. Je garde les éléments qui ont été envoyés, donc c'est à quel moment ça a été fait, à quel moment ça a été envoyé, par qui ça a été fait et envoyé, et puis si je vais jusqu'au bout, ça a été accepté ou rejeté par l'administration fiscale, et au même titre que tout à l'heure l'alias en format PDF, je peux exporter l'email du compte rendu de l'administration fiscale qui justifie que j'ai bien envoyé ma déclaration et le bon nombre de feuillets, etc. etc. D'accord. Alors j'ai beaucoup de rejetés parce que c'est des sirènes de test, hein. Du coup, c'est normal. J'ai la partie dépôt manuel. Ici, je vais accéder à impôt.gouv et je vais venir déposer tout ce qui est IFU, c'est des bilatérales, fichier de DAS2. C'est pas de l'EDI,
c'est du TD bilatéral. Je vais avoir mes échanges de déployés aussi, par ce biais-là. Donc, vous rentrez vos identifiants de connexion de impôt.gouv. Et un des avantages, c'est que, vous allez me dire, oui, mais je suis sur impôt.gouv. C'est que tout est au même endroit. On a autant de traçabilité sur les envois EDI que le dépôt que vous êtes venu faire sur impôt.gouv. Donc, vous avez quand même rassemblé au même endroit vos déclarations, vos sociétés, et peu importe le format ou par lequel c'était envoyé. Okay. Je vais maintenant venir sur les annexes et une gestion de plaquettes. Je vais aller sur une annexe, mon annexe de la société Citrus. Alors l'annexe, c'est une présentation plutôt comptable, on va dire, de l'alias fiscal. Ici, vous voyez, c'est des éléments plutôt comptables. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon petit tableau de crédit bail que je ne trouve pas. Il est là, petit tableau de crédit bail. Et je vais saisir des données. Alors, je vais ici, tac, tac, tac. C'est pas cohérent. Voilà. Peu importe. J'ai renseigné des données ici dans mon petit tableau de crédit bail sur les autres immobilisations corporelles. Volontairement, j'ai ouvert un document Word. J'aurais pu passer par mes filtres, hein, je vous ai dit, j'aurais pu passer sur mes filtres et ouvrir une plaquette. Volontairement, en amont, j'ai ouvert mon menu complémentaire, je me suis connecté, il s'agirait d'avoir les droits et habilitations pour avoir accès à ce menu, bien évidemment. Ce menu, il me donne accès à l'ensemble des éléments et des sociétés qui sont dans cette fiscalité. Je ne voulais pas travailler sur Cedrus, mais je voulais travailler sur Abelia. Pourtant, je suis dans Word, je peux passer sur Abelia. Passer d'une société à l'autre, ou voire même d'une année à l'autre. Nous, ensemble, on n'a pas fait l'alias 2022, mais on a fait l'alias 2023. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, la solution, c'est qu'elle va actualiser l'ensemble des données qui ont été modifiées dans cette fiscalité. D'accord. Si je ne m'étais pas connecté à la connexion, elle aurait actualisé les données, évidemment. Mais moi, comme je me suis connecté avant, donc je change d'année, il actualise les données, donc on a importé les balances, mais on a aussi modifié notre petit tableau de crédit bail. Si je fais afficher les codes, je vous ai dit que c'est complètement personnalisable. Vous voyez, c'est bien des éléments, même le logo de la société vient directement de cette fiscalité. D'accord. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'avec vous, à l'instant, j'ai dit que j'avais modifié mon petit tableau de crédit bail. Donc là, vous voyez, 234 4546, il me semble que c'est ça, 234 4546. Donc là, de façon automatique, les éléments sont venus se modifier ici. On propose en standard des modèles. Cependant, si vous avez des modèles et vous voulez garder vos modèles puis vous les en compte, pas de débat. Nous, on vient juste rajouter les liens. On a accès à l'ensemble des données qui sont dans cette fiscalité. Moi, je veux rajouter du wording déjà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher le montant du capital. Je dis erreur. C'est pas grave. Voilà. On va aller chercher le montant du capital, d'accord. On va peut-être grossir un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, j'ai pas l'impression. Moi, déjà, je vois tout petit sur mon écran. On va aller chercher le montant du capital. Donc, je rajoute du wording, et puis ici, j'ai la possibilité, et j'ai vraiment un accès à l'ensemble des données qui sont dans cette fiscalité. J'ai accès à l'alias, j'ai accès aux annexes, mais j'ai accès au tableau de gestion, au SIG, capacité d'autofinancement. On parle ici de plaquettes, mais en cours d'année, ça nous arrive de faire des documents pour les actionnaires, des documents parce qu'on veut faire une demande de prêt ou autre pour les banques, etc. Ben, ces documents, je peux aussi les faire ici et rajouter les liens pour que les données comptables soient mis à jour en temps réel dans l'application. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lui faire un petit filtre et je vais aller chercher dans mon bilan passif mon montant du capital, si j'arrive à le trouver, qui est là, et simple glisser, déposer, je ramène mon montant. Ce montant change dans cette fiscalité de façon automatique, ce montant est changé dans ma plaquette Word. Différents modèles personnalisables
fonction des besoins. J'ai ce module, ces éléments, ce menu complémentaire plutôt, qui vient se rajouter à Word. Et puis je vais avoir la même chose côté Excel. Là, ça me permet plutôt de venir faire de l'analyse. Par exemple, je mets 2022, mais peu importe. Vous voyez, j'ai changé d'année. Automatiquement, il est venu changer les montants et met à jour mes camemberts qui sont à côté. D'accord? Donc là, c'est bien les codes, c'est pas moi. Hein. Et il est allé dans cette fiscalité, il est allé prendre le radical pour la société, l'exercice, la cellule B10 et la cellule... Voilà, il va chercher des données qui sont dans cette fiscalité et automatiquement, il met à jour les données. J'ai ce tableau de charge, j'ai ici, vous voyez, j'ai un comparatif chiffre d'affaires N-1 sur l'ensemble des sociétés du groupe. Toutes ces données sont mises à jour en temps réel. Je ne vais pas les saisir, je crée mon KPI et tous les ans, les données sont mises à jour automatiquement. Je peux faire mon analyse. Je vous ai dit, hein, parce que comptables le font, hein, je fais dans les applications, on a toujours le petit tableau Excel pour être sûr que c'est les bons montants, au bon endroit, etc., etc. C'est comme ça. Mais du coup, ces tableaux, on va pouvoir les mettre à jour en temps réel. J'importe mes données automatiquement. Je gagne en productivité parce que je ne vais pas exporter, retravailler la donnée, etc. Nous, on a un certain nombre d'états qu'on met à disposition. Après, libre à vous de venir créer vos propres états en fonction de vos activités. D'accord ? Un autre élément sur lequel je voulais m'attarder, je vous ai parlé de formules de calcul plus ou moins complexes. On va aller pour cela sur une 2058 de la société Cedrus, qui est la société mère, je vous ai dit. Ouais, c'est bon. On va aller sur cette déclaration-là, et si je vais ici, et je vais voir mon résultat qui est à prendre en compte. Donc j'ai une cellule qui est en vert, formule de calcul. Ah, je voulais cliquer trop vite. Et là, vous voyez bien que j'ai bien cette traçabilité et c'est des choses qui se mettent à jour de façon automatique. Ça, c'est un des gros points différenciants par rapport à ECF. Parce que là, il faut vous lancer un traitement, il me semble, pour que ça vienne alimenter les 2058 en intégration fiscale. J'ai aussi cette traçabilité directement dans l'application sur cette formule-là. Je vais avoir aussi deux éléments. On a les analyses. Tu m'avais parlé d'analyse, où là, on va avoir le détail des comptes. Il faut savoir que ce module analyse, on peut aussi le paramétrer. Dire, moi, je veux que, parler de la TVA, mais peu importe, que dans toutes mes déclarations de TVA, il aille me faire mon calcul sur mon chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà, je fais du picking dans ces déclarations et je crée une analyse où il va me donner le rendu, etc. Où je veux qu'il aille sur toutes mes déclarations de TVA et qu'il me prend le compte bancaire et le montant payé. Ça peut me servir pour la trésorerie derrière. C'est pas un tableau de trésorerie, mais il va quand même m'amener ces éléments. Me dire, sur tous ces banques-là, attention, parce que là, j'ai payé sur cette banque, mais j'ai pas de trésor là-dessus. Donc, je peux dire au trésorier, est-ce que je peux avoir un virement d'équilibrage pour venir alimenter ce compte, parce que j'ai un montant de TVA important ce mois-ci sur ce compte-là. Ou scindé sur deux comptes différents. Voilà, j'ai aussi cette possibilité. Et là, ici, vous voyez, j'ai un détail de compte que je peux exporter aussi sur Excel ou autre. Il n'y a pas de souci. Qui se fait simplement, vous voyez, en un clic, je peux sortir mon détail de compte. Et je m'en arrêterai là parce que je pourrais vous montrer encore plein de déclarations. J'ai un tableau de gestion, alors je ne sais pas si j'en ai un ici, 2024 par exemple. Je vous ai parlé, alors, je ne sais pas si j'ai des éléments de saisie 2024, voilà. J'ai ouvert 2024, mais peu importe. Si j'avais ouvert 2025, j'aurais mes grosses variations de 100% sur mes comptes d'exploitation exceptionnels, etc. Donc, on a ces tableaux qui existent déjà dans l'application, qui demain, par rapport à l'ANC, vous permettent d'anticiper sur ces variations. Je me dis, je sais que j'ai fait mes régules, je n'ai pas fini mon année fiscale. Cependant, on est au mois de juin, on a un petit temps libre, entre guillemets. C'est entre le 15 et le 20 du mois. Et du coup, j'imagine. Non, mais du coup,
on se dit, je vais sortir ce tableau, ce solde intermédiaire de gestion, et puis je vais aller analyser mes écarts, tout simplement. J'ai un écart entre 2024 et 2025, je vais reprendre mon résultat exceptionnel, je vais voir et je vais aller justifier mon écart, je sors mon tableau, et derrière, je viens faire mon analyse en amont du légal obligatoire. Aujourd'hui, les éditeurs de solutions sont en train d'intégrer de l'intelligence artificielle dans toutes leurs solutions. On a déjà des choses qui existent, hein. On parlait de démat, oui, pour faire de la dématérialisation. Pour que je reçoive une facture qui me dit, la solution me dit, cette facture, c'est de l'électricité, c'est le compte 606, avec l'analytique, tant l'accent 1, tel département, telle administration, avec le compte de TVA à temps et mon compte fournisseur temps, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un peu d'intelligence artificielle. On est bien d'accord. Donc on a déjà un premier niveau. Ici c'est pareil, il va aller déterminer le ratio, la différence, il compare. Donc demain, on va avoir cette intelligence artificielle dans nos solutions de gestion. Ça, on y travaille. Et je pense que Sedge, avec ses collaborations et ces différentes sociétés et éditeurs experts, les amène aussi à se dire, écoutez, posez-vous la question, à l'intégrer aussi dans vos solutions. On n'impose rien, mais demain, si on estime qu'on a besoin d'aller chercher cette information, on va en discuter avec l'éditeur. Si l'éditeur n'est pas d'accord, libre à nous d'aller chercher un autre éditeur pour nous proposer la solution. Donc, j'ose espérer, en tout cas moi je vous souhaite, que demain, cette variation, elle est justifiée, et puis, voire même, l'IA, ça écrit, voire même, il m'envoie sur ma plaquette directement l'information en me disant écart sur l'exceptionnel, session de temps telle année et modification à ANC 2025. Et la même chose sur toutes les plaquettes, comme ça l'État est content, et puis nous, on a fait juste une action. C'est l'objectif demain. J'aimerais bien, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est un outil qui va faire de la déclaration fiscale, mais pas que. Je peux m'appuyer sur cet outil et se dire pourquoi je ne l'utilise pas en cours d'année. Pourquoi je ne vais pas faire mes situations intermédiaires, mon analyse sur l'outil. Je l'ai, c'est là de toute façon. Je peux éventuellement intégrer mes données et quand j'ai un petit temps, aller vérifier. Non mais c'est vrai, encore une fois, quand j'ai un petit temps, je vais aller vérifier l'ensemble de mes données. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est un abonnement simple, j'en ai pas parlé. Juste un petit point là-dessus, un abonnement simple. Ce qui veut dire que, déjà, mise à jour applicative et réglementaire transparente pour vous. Ça, vous avez compris, un mail, ça va être mis à jour, c'est mis à jour. Il y a le nouveau millésime, TVA, fiscal, etc. S'il y a des nouvelles fonctionnalités, vous recevez un guide, un document pour vous dire qu'est-ce qui a changé dans l'application. Vous avez vu, moi je navigue simplement, je suis comptable, je suis pas un petit. Et du coup, je navigue simplement dans l'application, je changeais un compte, etc. Vraiment orienté utilisateur. Donc, mise à jour applicative réglementaire, simple, en web. Envoi en format EDI à l'administration fiscale. Petite société, petite déclaration, format EDI à l'administration fiscale. Connecteur avec nos solutions. C'est un outil qui peut être aussi collaboratif puisque je peux aller déposer des fichiers, etc. Et puis dans l'abonnement, on va avoir une maintenance téléphonique pour vous accompagner et un accès à l'ensemble des services. Ça, c'est un pack global que comprend l'abonnement de Sedge, mise en place relativement rapide. Je serais peut-être en parler avec un jour de maximum de formation. C'est vraiment, quand on met 2 jours, c'est parce qu'il y a beaucoup de spécificités dans les comptes, sur les plaquettes, voilà. Sinon, c'est relativement rapide. Je ne sais pas si tu peux donner un exemple ou pas. Oui, après, tout dépend des options. Des options, donc quand il y a de l'intégration fiscale ou de la TVA, donc là, ça devient un peu plus lourd.
Et oui, après en formation, la prise en main, elle est vraiment rapide. Enfin, le retour utilisateur, c'est la première année, donc c'est le temps de s'y habituer un tout petit peu, mais généralement, voilà, on a des utilisateurs, on les voit une fois, et ensuite on n'a plus de nouvelles jusqu'à... Nous, on a des clients qui nous ont envoyé un mail en disant « Je comprends pas, j'ai reçu un mail ». Ça, c'est normal, Voilà, mais il faut faire quoi? C'est les questions du début. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien en fait. Il faut juste se dire, demain matin quand j'arrive, l'application elle a été mise à jour, j'ai le nouveau millésime fiscal et éventuellement dans le mail, si vous avez un document, regardez-le. Peut-être il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Typiquement, la possibilité de faire ces analyses, c'est arrivé récemment. Donc sur le nouveau millésime, entre deux millésimes, on va dire. Donc du coup, voilà. Il faut juste regarder et ça vous dit, il y a cette action, cette fonctionnalité qui est arrivée, il faut aller là, cliquer sur ces boutons-là, etc., etc. Donc l'historisation des adresses aussi, c'est arrivé il y a quelques mois. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire.